Baruchim Abaim, Shalom Uvracha. Alors, on va aborder le sujet de la chala. La mitzvah de prélever la chala de la pâte avec laquelle on va cuire du pain ou des gâteaux. C'est une mitzvah qui, initialement, était minatora. C'est-à-dire qu'à l'époque où Am Israël se trouvait en Eretz Israël, c'était une mitzvah qui était d'ordre toraïque. Mais de nos jours, ce n'est plus minatora, c'est que midérabanan. Pourquoi ? Parce que la majorité du peuple juif n'est pas encore en Eretz Israël. Et comme c'est écrit Bevo Achem el Haaretz, il faut que la majorité du peuple soit là. Eh bien, en attendant, la mitzvah n'est que rabbinique. Et ce n'est pas qu'en Eretz Israël, même en Chutz La'aretz, même dans la diaspora, Chachamim ont dit que cette mitzvah du prélèvement de la chala, il faut l'appliquer là-bas, afin que cette mitzvah ne soit pas oubliée. Et cette mitzvah de chala, figurez-vous que dans le Midrash, il est dit que le monde a été créé pour cette mitzvah. D'où on l'apprend. Il y a un passouk. Le passouk qui dit, à propos de la chala, je vous lis, Reshit harisotechem chala tarimu teruma. Ça veut dire que vous allez prélever les prémices de votre pâte. Et le mot prémisse, comment il se dit en hébreu ? Reshit. Nachon ? Eh bien, Bereshit, bara Elokim, et ha-shamayim, vet ha-aretz. Le monde a été créé pour Reshit. Donc la mitzvah de la chala, elle donne au monde sa raison d'être. Bereshit, bara Elokim. Alors, c'est un srout inouï. C'est la raison pour laquelle je voudrais dédier ce shiur à la refoua shelema de Sarah Esther Haya, bat Chantal Taïta, et à notre cher ami Eliaou Shekroun, et Betor She'ar Kol Chole Amo Israël. Alors cette mitzvah de la Hafrashat Chala, qu'on va étudier maintenant, comme on vient de le dire, c'est une mitzvah qui de nos jours n'est plus minatora, elle est midérabanan, mais malgré tout, il y a une différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Regardez par exemple, quelqu'un qui, pendant Shabbat, s'est rendu compte qu'il n'a pas prélevé la chala. Alors, en Eretz Israël, il ne peut pas prélever pendant Shabbat. Mais en Chutz La'aretz, il peut manger et il laisse un morceau de pain. Et après Shabbat, il a prélevé de ce morceau de pain. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tout de même une différence entre la chala en Eretz Israël et Chutz La'aretz. La mitzvah, initialement, c'était de faire quoi avec la chala ? C'était de la donner au Kohen. Le Kohen devait la manger. Mais de nos jours, les Kohanim ne peuvent plus manger la chala. Pourquoi ? Car la chala, étant kadosh, ne peut pas être consommée par quelqu'un qui est impur. Aujourd'hui, on est tous considérés impurs. On a tous été en contact avec le mort, ou bien même si le Kohen ne rentre pas au cimetière, et même si on va dire qu'il n'était pas dans un hôpital où il y avait un mort ou autre, mais il a touché quelqu'un qui a touché le mort. Et comme on n'a pas encore les cendres de la vache rousse pour se purifier, alors on est tous considérés comme tamés. Jusqu'à ce que Mashiach arrive et qu'on puisse asperger les gens avec l'eau mélangée aux cendres de la vache rousse. Et de ce fait, puisque on ne peut pas se purifier, donc le Kohen
ne peut pas manger la challah. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la brûler. On va brûler la challah, mais on ne va pas la manger. Alors combien on doit prélever de la challah? À l'époque où on donnait à manger au Kohen, on donnait une certaine quantité. Car selon la Torah, il n'y a aucune quantité minimale. Dans la Torah, c'est écrit Réchit, les prémices. Ça veut dire que tu prélèves un petit peu. Combien? La Torah n'a pas exigé de quantité. Mais les Hachamim avaient dit que ça dépendait si on est un particulier ou si on est boulanger. Le particulier devait donner un 24e. Par exemple, s'il a fait 24 kilos, il doit donner 1 kilo pour la challah au Kohen. Les boulangers devaient donner la moitié, un 48e. Il a fait par exemple 48 kilos, il donne 1 kilo au Kohen. Tout cela, c'était à l'époque où en effet, le Kohen allait manger la terouma, la challah. La terouma et la challah, ça a la même kedusha, exactement. Et donc, maintenant qu'on n'a pas de possibilité de manger la challah ou la terouma, alors c'est dommage de prélever énormément 1 kilo sur 24 kilos. C'est dommage si finalement ça va être brûlé. Si c'était mangé par le Kohen, très bien. Mais si ce n'est pas mangé par le Kohen et que la Torah n'a pas exigé de quantité minimale, alors on va prélever le minimum. Quelle quantité? La quantité, d'après les Ashkenazim, ils ont un minhag. À titre de minhag, ils prennent kazaït, 27 grammes ou 30 grammes. Mais les Séfaradim, même moins que ça, ils prélèvent même moins que 27 grammes. Un tout petit peu. Ce n'est pas la peine de prendre beaucoup, puisque de toutes les façons, c'est brûlé. Alors, puisque la Torah n'a pas exigé de quantité, on en prend un peu. On n'a même pas besoin d'en prendre un kazaït. Mais les Ashkenazim ont le minhag de prélever un kazaït. À quel moment faut-il le faire? Alors, une fois qu'on a bien pétri la challah, c'est-à-dire on a bien pétri la pâte, c'est à ce moment-là qu'on a la mitzvah de prélever. Comme il est écrit dans la Torah, Mereshit harisotechem titenu lachem teruma ledorotechem. Donc il faut que ce soit une harissa, une pâte. Et cette challah que l'on va prélever de la pâte, c'est exactement ce que la Torah nous demande donc de prélever. Besséder. Une fois que maintenant on a cette challah, alors on va la brûler, puisque le Kohen ne peut pas la manger. Je voudrais juste vous dire que il ne faut pas faire des pâtes avec des jus de fruits où il n'y a pas d'eau mélangée. Vous savez que les liquides, il y en a 7. On les appelle Yad, Shahat, Dam. C'est un mnémotechnique pour se rappeler les 7 liquides. Maïm, Yain, Shemen Zait, Devash, Halav, Tal et Dam. Et pourquoi c'est important de connaître ces 7 liquides? Parce que nous avons une halakha qui dit que un aliment ne peut devenir tamé que s'il a déjà été mouillé un jour. Si une fois dans son existence l'aliment a été mouillé, il peut devenir tamé. Généralement, lorsqu'on met de l'eau dans la farine, alors désormais, cette farine, cette pâte
qui a été mouillée, dès qu'on la touche avec ses mains, on la rend tamée. Puisque je vous l'ai déjà dit, que nous, on est tous tamés. Puisqu'on a toujours eu un contact avec quelqu'un qui était au cimetière, ou nous-mêmes on était au cimetière et autres. Alors dès qu'on touche la pâte, on la rend tamée. Et c'est pour cela que on ne va pas la donner à manger au Kohen, on va la brûler. Vous le savez qu'on n'a pas le droit de brûler quelque chose de kadosh. Alors comment on brûle la challah? C'est bizarre. La réponse, étant donné que la challah, qui est kdosha d'une part, elle est tméa d'autre part, elle est sacrée d'une part, puisque c'est le prélèvement que la Torah nous a dit de consacrer à Dieu, mais d'autre part, on ne peut pas la donner au Kohen parce que on a touché la challah, elle est tméa, il ne peut pas la manger, alors on la brûle. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'on ne va pas prélever une quantité importante, comme on le faisait autrefois. Ni un 24e pour le privé, le particulier, ni un 48e pour le boulanger, il n'y a pas de ces quantités. À peine on en prend un petit peu, ou les Ashkénazim prennent à peine un kazaït, même du grosse pâte, et on va brûler. Pourquoi on va brûler? Parce qu'on ne peut pas manger. Alors ça s'appelle kadashim temeim. Quelque chose de kadosh qui est tamé, on le brûle. D'accord? C'est pour ça qu'on prend un petit peu. Mais qu'est-ce qui peut rendre tamé? Un aliment, c'est le contact avec une source d'impureté. Et pour que l'aliment puisse devenir tamé, eh bien, il faut qu'il soit mouillé une fois. Mouillé avec quoi? Avec un des 7 liquides, dont l'eau, ou le vin, ou l'huile d'olive, ou le miel, ainsi de suite. Mais si on prend que des jus de fruits, par exemple, un jus d'orange pur, n'importe quel jus qui n'est pas un jus de raisin et qui n'est pas de l'huile d'olive. Tous les autres jus, à part le jus de raisin et à part l'huile d'olive, tous les autres jus ne s'appellent pas liquides, ne s'appellent pas mashké d'après la halacha. Ça s'appelle la transpiration du fruit. En hébreu, zéa, transpiration. Ça n'a pas le statut de liquide. Alors si je pétris une pâte avec du jus d'orange pur, eh bien cette pâte ne pourra pas devenir tamée. Même si je la touche, elle reste tahor. Si elle reste tahor et après tu prélèves de la pâte, c'est de la challah qui est kadosh. Et kadosh ve tahor. Comment tu peux la brûler? Mais tu n'as pas le droit de brûler de la challah qui est kadosh. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire des choses comme ça. De pétrir une pâte qu'avec du pur jus. Il faut mettre dedans, par exemple, du vin. Alors le vin, c'est un liquide. Ou de l'huile d'olive, c'est un liquide. Ou de l'eau. Et je sais à quoi vous pensez. Vous pensez à la matzah ashira de Pessah. N'est-ce pas? Vous connaissez la matzah ashira? C'est les biscuits au jus de fruits. Justement, il ne faut pas mettre de l'eau. Quand on mélange le jus de fruits et l'eau, alors, ça peut devenir hametz encore plus rapidement que avec de l'eau tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met que du jus de fruits, sans eau. Alors, il faut mettre dedans du vin. Car le vin, c'est un liquide, mais qui ne rend pas hametz. Nachon, comme du jus de fruits. Mais c'est un liquide, et comme ça, on va pouvoir prélever la challah, et c'est une challah qu'on peut brûler. Parce que si c'est une challah que tu ne peux pas brûler, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, il faudra la laisser pourrir tranquillement, et après, puisque tu ne peux pas la donner au Kohen, le Kohen n'a pas le droit de la manger. Alors, on évite de faire des pâtes avec du pur jus de fruits. Il faut toujours ajouter soit de l'eau, soit du vin, voilà. Ça, c'était pour comprendre la notion de la combustion de la challah. On la brûle, la challah, et on ne la mange pas.
quand on la brûle, où est-ce qu'on la brûle? De préférence, ça aurait été bien de la brûler à l'extérieur, par exemple, à l'époque où on avait le gaz. Même aujourd'hui, excusez-moi, je dis à l'époque comme si je parle de l'ancien temps. Même aujourd'hui, il y a des gens qui cuisinent avec du gaz. Mais ceux qui ne cuisinent pas avec du gaz, ceux qui cuisinent avec vitrocéramique, alors ils n'ont pas de feu à la maison pour brûler la challah. Alors ils vont la brûler dans le four. Mais le problème, c'est que si la challah, elle est interdite à la consommation, alors on n'a pas le droit de la cuire en même temps qu'un autre aliment dans le four. Étant donné qu'elle est interdite à la consommation pour quelqu'un qui n'est pas Kohen, ou bien même pour un Kohen, mais qui n'a pas le droit de manger puisque, en effet, il est tamé, il ne peut pas. Alors on va la brûler. Alors comment tu vas la brûler? Je vous lis ce que dit à ce propos le Yalkut Yosef. Donc c'est le Rav Arashi d'aujourd'hui qui est le grand rabbin d'Israël, a écrit dans son livre Yalkut Yosef, qu'est-ce que l'on fait avec lorsqu'on va la brûler. Écoutez, maintenant, après avoir parlé de la combustion, on parlera pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de brûler, qu'est-ce qu'il doit faire avec. Alors, on va lire. Je vous lis le Yalkut Yosef. Ahar ha'afrasha. Après le prélèvement, sorfin et challah ba'esh. On brûle la challah dans le feu. Ou le chatchila, a priori, en lizrok et challah la ashpa. Ou les alzel bigdushat challah. Faut pas la jeter directement à la poubelle, car c'est un mépris pour la sainteté de la challah. Veyesh omrim, shelo yisrefu et challah imesek at-tanur. Et là yisrefu challah bifne atzma. Ça veut dire qu'il faut brûler la challah avant d'allumer le four. Parce qu'à l'époque, ils se servaient du charbon pour allumer le four. Ils disaient qu'il ne faut pas mettre la challah avec le charbon parce que la challah va devenir un charbon qui va te procurer profit et on n'a pas le droit de profiter. Alors on mettait la challah dans le four avant de cuire autre chose. Veyesh matirim venoagim leakel basé, et il y a ceux qui permettent de le mettre dans le four et de brûler avec le charbon dans le four. Alors maintenant, il continue en disant Ulam im iefshar lisrof et challah sheifrishu mikol siba shehi yesh la'atof ota beneyar hetev ulzorka la ashpa. Alors il dit que quelqu'un qui a du mal avec ça, eh bien il peut mettre la challah dans un sac, et le minhag c'est de mettre dans un double sachet et de jeter à la poubelle. C'est aussi une solution, de mettre dans un double sachet et de jeter à la poubelle. La challah, la meilleure façon de la brûler, c'est de l'envelopper avec 2 ou 3 couches de papier aluminium, la laisser dans le four, et à chaque fois que le four est allumé, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et c'est comme ça que, à l'intérieur de ce papier alu, la pâte de challah va être carbonisée. C'est la meilleure façon. Sinon, quelqu'un qui a du mal, alors, comme on a dit, peut la mettre dans un double sachet en plastique et la jeter à la poubelle. C'est aussi une possibilité. Et ensuite, on a parlé de la quantité de la farine nécessaire pour être chayav de challah. On a rappelé que le Shulchan Aruch ainsi que le Rambam nous disent que la quantité de farine est de 520 darham. Et c'est quoi le darham? En arabe égyptien, c'était une pièce de monnaie à l'époque de Maïmonide. En Égypte, c'était la monnaie courante, le darham. Eh bien, aujourd'hui, on a trouvé que le darham pèse exactement 3 grammes. Dans un musée à Oxford, on a trouvé cette pièce de monnaie. Alors, quand vous faites la multiplication,
520 fois 3, 3 fois 520 égale 1560. Ce qui veut dire que pour être hayav de challah, il faut que dans la pâte, il y ait 1 kg 560 grammes de farine. À partir du moment où on a cette quantité, alors on doit faire la bracha lorsqu'on prélève la challah. Il vaut mieux avoir 1600 grammes plutôt que 1560 pour être large et faire la bracha à partir du moment où vous avez 1600 grammes de farine. Au minimum. Si vous avez plus, évidemment qu'il faut faire la bracha. Mais si vous avez moins que 1560 grammes, alors les mahmirim, les chassidim, à partir de 1 kg de sang, ils prélèvent mais sans bracha. Je répète, entre 1 kg de sang de farine et 1 kg 560, on prélève sans bracha. Au-delà de 1 kg 560, on prélève avec bracha. Le mieux, c'est de faire au moins 1 kg 600, au moins pour prélever avec bracha. Ça, c'est la quantité. Et maintenant, la qualité, évidemment, c'est uniquement dans la mesure où on a une farine qui appartient aux 5 céréales, ce qu'on appelle chameshet miné dagan, les 5 sortes de céréales. En hébreu, chita, serora, kusemet, shibolet, shual, veshifon. Le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Et donc, à partir du moment où on a une pâte qui est fabriquée avec l'une des céréales, c'est là qu'on a le chiyuv de prélever la challah. Mais pas pour une farine de riz, ou bien pour la fécule de pommes de terre, ou avec la farine de maïs. Tout cela, ce n'est pas considéré comme une pâte qui est chayav de challah. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de faire une quantité de pâte inférieure à la quantité de la mitzvah. C'est-à-dire que si on a la possibilité de faire plus que 1 kg 600 de pâte, il faut le faire. Quelqu'un qui va dire, moi je vais faire juste 1 kg, comme ça je ne prélève pas la pâte. S'il n'a pas de raison de le faire, c'est assour. C'est comme s'il fuyait la mitzvah. Quand on a l'occasion de faire une mitzvah, on doit sauter sur l'occasion. On ne doit pas se dire « Ah, ça m'énerve de faire la mitzvah, alors je vais pas me mettre dans une obligation. » Alors, il faut au contraire dire « Ah, j'ai maintenant l'occasion de faire une mitzvah, je vais la faire. » Et donc, il faut justement pétrir une quantité suffisante pour faire la mitzvah. Et pas faire les malins en disant « Allez, je vais faire moins. » Sauf si on avait une raison vraiment valable. Si on avait une raison vraiment valable de faire un petit peu, parce que par exemple on avait juste 1 kg de farine à la maison et c'est ça ce qu'on avait, alors c'est déjà autre chose. Mais dans la mesure du possible, il faut faire la mitzvah. Maintenant, si on a pétri une grosse pâte c'est-à-dire on avait par exemple voulu faire des pâtes différentes, pâtes sucrées et pâtes salées. Alors, dans ce cas-là, si on ne veut pas les mélanger, dans ce cas-là, on fera le prélèvement mais sans bracha. Je vous lis ce qu'écrit le Yalkut Yosef. Alors, si on a plutôt pétri une pâte et il n'y avait pas le shiur de la challah. Et ensuite, on a pétri une deuxième pâte qui, elle aussi, n'avait pas le shiur de la challah. Et on les a collés. Si on les a collés,
eh bien, dans ce cas-là, ça dépend. Parfois, c'est considéré comme une association valable et on peut les additionner pour avoir le shi'ur de la chala, et parfois non. Par exemple, si la personne qui a fait ça dit « Moi, je ne veux pas mélanger les pâtes », par exemple, il y en a une qui est sucrée et l'autre est salée, dans ce cas-là, puisqu'on ne veut pas les coller, eh bien, ça ne marche pas. On ne peut pas considérer qu'on a la quantité suffisante pour être chayav de chala. Et donc, ce n'est pas associable. Mais si, par exemple, ça ne le dérangeait pas, au contraire, les deux pâtes, elles sont tout à fait assimilables, alors quand on les colle, est-ce que ça suffit pour dire, voilà, j'ai 1 kilo et 1 kilo qui sont collés, est-ce que ça marche? Alors ça dépend. Il y a deux façons de coller. Il y a juste un contact, ça c'est pas suffisant, et il y a ce qu'on appelle neshika ou neshicha, une morsure. C'est quoi une morsure? C'est que lorsque je colle les deux pâtes, elles sont tellement bien collées, elles adhèrent l'une à l'autre, que si je vais les séparer, eh bien, il y en a une qui va mordre l'autre. L'une va mordre l'autre, ce qui va faire que il va manquer un petit peu de pâte de l'autre. Ça veut dire que vraiment elles étaient bien collées. Mais si à peine il y avait un léger contact entre les 2 kilos, 1 kilo et 1 kilo, ça ne suffit pas pour être considéré comme étant une seule chala. Donc, pour être chayav, il faut vraiment qu'il soit collé. Ou bien, il y a une autre façon de coller, c'est de mettre dans un même keli. Par exemple, si on avait un grand plat et on les a mis à l'intérieur, et donc dans ce plat qui a des rebords, alors, même si elles ne se touchent pas, c'est comme si elles se touchaient. Ce qu'on appelle hassal metzarfan. Ou bien, si on les recouvre avec une nappe, avec une serviette qui recouvre bien les deux pâtes, eh bien, en effet, ça aussi, c'est metzaref. Alors maintenant, c'est très important de le savoir que lorsqu'on a oublié de prélever la chala avant la cuisson, on peut prélever la chala même après la cuisson. Et de ce fait, si par exemple on avait 2 kilos de pâtes, 2 kilos de pain, j'ai fait 1 kilo de pain, je n'ai pas prélevé la chala. Après j'ai fait 1 kilo de pain, je n'ai pas prélevé la chala. Et après je les ai mis les deux dans le même sac. Ce kilo et ce kilo, je les ai mis dans le même sac. Eh bien maintenant j'ai l'obligation de prélever. Pourquoi? Parce que même après la cuisson, il peut y avoir association. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait la veille de Pessah. Quand on pétrit les matzot, on n'a pas le droit de pétrir les matzot en grande quantité. On fait des petites quantités. Ce qui fait qu'on ne prélève pas la chala sur les matzot. Mais après cela, toutes les matzot, on les met ensemble à l'usine, ils les mettent dans une grande corbeille, eh bien à ce moment-là, ils prélèvent la chala, puisque après la cuisson, ça se retrouve ensemble. Par rapport à la pâte sucrée, pâte salée, si par exemple j'avais 2 kilos de pâte sucrée, et à côté j'avais 2 kilos de pâte salée, il faut prélever de chacune? Oui, bien sûr. Mais est-ce que je peux prélever de l'une pour l'autre? Eh bien, figurez-vous que oui, c'est possible. Je peux prélever d'une pâte pour l'autre pâte. Puisque les deux pâtes sont à côté l'une de l'autre, je peux prélever de l'une pour acquitter l'autre, et même si l'une est salée et l'autre est sucrée. Quand est-ce qu'on a dit que salé, sucré ne sont pas associables?
ce n'est que si j'ai 1 kilo seulement de sucré, 1 kilo seulement de salé, donc il n'y a pas de chiyuv de challah, et on n'a pas intérêt à les coller, on ne veut pas les mélanger, alors à ce moment-là, on n'a pas d'obligation de prélever la challah. Mais si j'ai déjà suffisamment pour être hayav de challah, j'ai 2 kilos de cette pâte, et à côté j'ai 2 kilos de cette pâte, elles sont à côté l'une de l'autre, eh bien, on peut prélever de l'une pour l'autre. Je vous lis ça, je vous lis en hébreu très rapidement. Gam im shte ha'isot, ha'asuyot mishne te'amim shonim, kegon isa ahat meluha, ve'ashniya metuka, umakpid alehem shelo yit'arvu zo bazo, mikol makom, kevan sheyesh bechol isa, shi'ur ha'mechayev le'afrish chala, הרי הוא מפריש מאחת על חברתה, ואפילו אם אינם נוגעות זו בזו. Maintenant, parlons de la qualité de la pâte, plutôt de la nature. Une pâte de beignet, une pâte qu'on a pétri pour faire des beignets. Normalement, la Torah, quand elle nous dit de prélever la challah, c'est uniquement lorsque il s'agit du pain. Qu'est-ce que ça veut dire du pain? C'est une pâte épaisse, comme une pâte qu'on fait pour le pain. C'est pas une pâte liquide. En hébreu, ça s'appelle belila ava, pâte épaisse. Et pas belila raka, pâte liquide. Alors dans ce cas-là, lorsque j'ai fait une belila ava, c'est-à-dire une pâte normale pour le pain, et ensuite je l'ai enfournée, ça s'appelle du pain. Ça peut être du gâteau, ça peut être du biscuit. Tout cela, ça s'appelle une pâte panifiée. Panifiée, c'est comme du pain. Mais il existe une pâte qui ne va pas être panifiée. Elle ne va pas être cuite au four ou à sec, dans un kéli à sec. Ça va être bouilli, comme des macaronis. Ou bien ça va être frit, comme des beignets. Eh bien, ce n'est pas du pain. Lorsqu'on a pétri une pâte pour faire des beignets, selon la loi Minatora, ça ne s'appelle pas lechem, car dans de l'huile, ça ne s'appelle pas du lechem. Alors, normalement, il n'y a pas de chiyuv, de prélèvement de la challah. Mais comme il y a des poskim qui exigent, alors qu'est-ce qu'on fait? On prélève, mais sans bracha. Mais dans quel cas, même si on fait 2 kilos de beignets, on n'a pas à prélever avec bracha. Dans quel cas, devinette, dans quel cas on doit prélever même de la pâte à beignet même si on en fait des beignets. Premier cas, c'est si au début j'avais pensé en faire du pain au four ou un gâteau au four, et après j'ai changé d'avis et j'en fais des beignets. Dans ce cas-là, étant donné qu'au moment du pétrissage, j'avais l'intention d'en faire du pain, d'en faire des gâteaux au four, alors la mitzvah de la challah nous incombe, même si après on a changé d'avis et d'objectif, et qu'on en a fait concrètement des beignets, là il faut prélever d'abord la challah avec bracha. Car au début, quand on a pétri la pâte, c'était dans l'objectif d'en faire une cuisson au four. Premier cas où on va faire le prélèvement avec bracha. Deuxième cas, c'est si une partie de la pâte de ces beignets, je l'ai prise pour la cuire au four ou la cuire à sec. Quand je vous dis cuire à sec, c'est quoi par exemple?
j'ai du mal à imaginer, mais je vous donne le cas. Je prends une poêle, je la mets sur le feu, et je prends un morceau de cette pâte à beignet et je la mets à sec. Je veux faire une pita avec ma pâte à beignet. Je prends un petit bout, d'accord, j'ai 2 kilos de pâte à beignet, je prends un petit bout et j'ai envie d'en faire une pita. Je prends une poêle, je la mets sur le feu, et cette poêle-là, je mets comme ça une pita. Eh bien, ça s'appelle du pain, puisque ça a cuit à sec. Et puisque ça a cuit à sec, c'est panifié. On a déjà dit que toute cuisson à sec, que ce soit pour du pain ou du gâteau, ça s'appelle cuisson au four, cuisson à sec. Eh bien, ça a un statut de lehem. Et donc, il faut prélever la challah de cette pâte à beignet. Bien que majoritairement, ce sera du beignet, mais étant donné qu'il y a une partie qui sera du pain, alors cette pâte doit être prélevée. Parlons maintenant de la pâte liquide. Lorsque nous avons une pâte qui est liquide, ça s'appelle, comme on a dit tout à l'heure, blila raka. Alors, quel est le din ? Je vous lis le Yalkut Yosef. Isa sheblilata raka udlila venozlit. Une pâte qui est liquide. Kegon isa meyuedet leafiat blinches. C'est quoi blinches ? C'est les crêpes. D'accord ? La pâte à crêpes. Kacher shofrim et isa letoch hamachavat lelo mashke. Hi mitpashetet veneefit. Lorsqu'on verse la pâte liquide dans la poêle, eh bien la crêpe très rapidement va se cuire. Yesh omrim shechovat afrashat chala mimena talui be'ovi amitkabel harafia. Certains veulent dire que ça dépendra du résultat. Si c'est très fin, il n'y a pas de chiyuv, mais si c'est épais, que ça donne comme une pita, alors il faudra prélever la challah. Évidemment, au cas où on a 1 kilo 560 grammes de farine. Combien on met dans une pâte à crêpes normalement ? Ça dépend combien on fait, bien sûr. Évidemment, ça dépend combien de consommateurs. Pour 1 litre de lait, combien ? Je mets 500 grammes avec 5 œufs. 500 grammes de farine dans 1 litre de lait. Et généralement, Peut-être qu'il y en a qui mettent moins. Donc, on n'arrive jamais au shiro de challah. Alors, il faut arriver à 3 litres de lait plus pour arriver à 3 fois 500 grammes de farine pour avoir énormément. Je pense qu'en général, on n'en est pas là. Quand on fait des crêpes, on n'arrive pas à mettre 1 kg 560. Hein? C'est énorme. Alors, mais imaginons qu'on a dans la pâte liquide à crêpes 1 kg 560 grammes de farine. D'accord ? Malgré tout, si la pâte est liquide et que la crêpe est très fine, eh bien, il n'y a pas de chiyuv. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle fin ? Alors, il nous dit comme ça. S'il a 8 mm d'épaisseur, alors dans ce cas-là, c'est hayav de challah. Et quand est-ce qu'il va prélever la challah ? Pas à l'état liquide. Il va attendre que ça cuise, et une fois que ça a cuit, que c'est dur, à ce moment-là, il va prendre une crêpe de parmi les autres, c'est-à-dire il va tout mettre. Il est obligé de faire cuire tout. Oui, une fois qu'il aura tout cuit, il va recouvrir avec une nappe ou bien mettre dans un keli, comme on avait dit tout à l'heure, et à ce moment-là, il va prélever avec bracha. Certains veulent dire que les petites crêpes qui sont évidemment, qui cuisent en 30 secondes, comme ça ils disent, alors
c'est sûr que ce n'est pas chayav de chala. La pâte à biscuits, il y a une dame qui a demandé. Oui, alors la pâte à biscuits, évidemment, puisqu'elle est épaisse, la pâte à biscuits. Mais maintenant, Si elle fait 2 kilos, si elle fait il faut une pâte à biscuits faire 1,560 kg de farine. Pareil, les cakes, si on a mis 1,560 kg et que de farine, est-ce qu'on met 1,560 kg? Généralement, dans un cake, on ne met pas 1,560 kg de farine. Donc, même si on fait plusieurs cakes, parce que si on fait plusieurs cakes et qu'on les associe, mais si on n'a pas 1,560 kg, donc on ne va pas prélever des cakes. Mais si, imaginons, une fois de plus, que je fais pour le Sheva Brachot 1 tonne, et donc je les mets tous ces cakes en même temps dans un même sac, Nachon, eh bien, en effet, ils sont associés. Alors après la cuisson, on coupe un morceau pour la chala. Voilà donc pour ce qui est des halachot, mais évidemment, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de questions, et c'est d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser. Je voudrais juste compléter en disant que cette mitzvah est porteuse de bracha, de parnassa. Quand Sarah Imenu est décédée et que Yitzhak Avinu s'est remarié avec Rivka, il s'est marié plutôt avec Rivka, il a ramené dans la tente de sa mère. Et à ce moment-là, il y a eu 3 choses qui sont revenues. La lumière qui éclairait le foyer d'un vendredi à l'autre, la nuée de gloire qui régnait, qui résidait sur leur tente, et la bracha qu'il y avait toujours dans la pâte. Il y avait toujours du pain à profusion. Il y avait toujours à manger. Alors, Chachamim nous disent que ces 3 bénédictions, c'était grâce aux 3 mitzvot. Hala, Nida, Hadlakataner. Grâce à la mitzvah de Hadlakataner, eh bien, ils avaient la lumière qui éclairait le foyer constamment. Grâce à la mitzvah du respect des lois de pureté familiale, la Shechina résidait parmi eux. Et grâce à la mitzvah de la Hala, il y avait toujours la bracha dans la parnassa, dans la pâte. Et on avait également vu que cette mitzvah incombe plus à la femme plutôt qu'au mari, et elle en a priorité d'ailleurs. Eh bien, pourquoi c'est comme ça? Pas uniquement parce que c'est elle qui gère le foyer par rapport à toutes les tâches de la gestion familiale, mais aussi parce que elle a donné à manger du fruit interdit à Adam. Elle a causé la mort de Adam Arishon. Adam Arishon s'appelle Halato Shel Olam, la Hala du monde, puisque Akadosh Baruch Hu a prélevé une partie de la terre, Adama, et il a insufflé la Neshama dans ce corps humain qui était façonné à partir de la terre. Comme la Hala qui est prélevée de la pâte, ainsi Adam Arishon, c'est la Kedusha du monde. Hachem a prélevé du globe terrestre une partie pour créer cet être extraordinaire qu'est Adam Arishon. Comme elle a incité à manger du fruit interdit, ce qui entraîna la mort, eh bien aujourd'hui, comment est-ce qu'elle répare cela? Par la mitzvah du prélèvement de la Hala, qu'elle va consacrer à Kadosh Baruch Hu. Elle va prendre une partie de cette pâte qui est profane et elle va la rendre sacrée. Ça, c'est la mitzvah de la femme, c'est de sanctifier le profane. Tout ce que fait une femme juive dans sa vie, ce n'est que ça, c'est sanctifier le profane. Parce que toutes les activités qui paraissent profanes dans la gestion d'un foyer, eh bien, il n'y a pas de plus sacré que cela, puisque c'est ce qui permet aux maris, aux enfants d'évoluer, de se développer dans la Torah et les mitzvot, eh bien, sans que la femme soit là comme une aide, comme dit le Passouk, quand Hachem a créé Hava, il va dire, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul,
et Eselo Ezer Kenegdo. L'homme a retrouvé le vrai sens à la vie que lorsqu'il a eu Hava. Matza Isha, Matza Tov. Alors, en effet, c'est ça ce qu'elle fait, la Isha. Elle fait le Tov. Elle transforme tout ce qui est profane en sacré, puisque elle crée les outils de travail pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors voilà, pour aujourd'hui, on aura effleuré le sujet de la Hala. Certes, ce n'est pas complet. On va peut-être compléter la prochaine fois, Be'ezrat Hashem. Mais en tout cas, voilà, on a quelques idées.